Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et national. Toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire, le voici, le voilà. On va aujourd'hui dans le Val d'Oise et plus précisément près de l'aéroport de Roissy. Bienvenue à Goussainville. Un peu plus de 30 000 habitants et bon nombre de futurs citoyens pour lequel on va passer dans un instant en revue tous les défis éducatifs. Quel accompagnement pour les écoliers? L'ambition affichée, c'est de faire de l'accompagnement personnalisé dans la mesure du possible avec des outils pédagogiques, vous le verrez, innovants et surtout efficaces. Et puis Alix, au programme, il y aura ta loupe, elle nous parle de... Je vous parle de la dictée pour tous qui a fait étape à Goussainville. Avec un certain succès, on l'imagine. C'est parti. Et on accueille sur ce plateau Ali Bouazizi. Bonjour Ali. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjoint au maire en charge de l'éducation de l'enfance à Goussainville. C'est ça. Et vous êtes également enseignant. Professeur de mathématiques dans un lycée du département du Val d'Oise. Maths, on adore accueillir des profs de maths ici. Donc, qui avons été traumatisés plus jeunes. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment deux rescapés des maths là. Ouais. C'était tout juste. Comment on fait aimer les maths aux enfants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour faire aimer les maths, je pense que l'apport du numérique, c'est non négligeable. On s'aide aussi de ces outils-là. Le numérique éducatif? Oui, le numérique éducatif, c'est vachement important. Ça peut rendre les maths plus fun. Les maths, c'est fun? Oui, bien sûr. Les maths, c'est. Mais de toute façon, les profs me disent genre oui. Mais c'est vrai que. C'est vrai. C'est vraiment fun quand on a des outils adaptés pour les enfants et quand on peut faire de la différenciation pédagogique. Mais au lycée, typiquement, vous qui enseignez dans un lycée, vous en servez? Oui, je m'en sers très concrètement. Aujourd'hui, dans nos programmes et dans le bulletin officiel, il y a aussi la programmation. On leur enseigne la programmation sous Python. Et ça aussi, c'est un enjeu fort. Comment est-ce qu'on leur enseigne tout en leur épargnant toute cette partie abstraite de la programmation? C'est facile, on revient sur ce qu'ils ont vu, par exemple, sur Scratch au collège, et puis on leur donne un second écran dans lequel on voit l'application, ou plutôt l'algorithme se faire sous Python, et puis ils font le lien, et ils apprennent plus facilement tous ces apports théoriques qui, a priori, sont abstraits. Ça devient concret quand on a du numérique. Oui, parce que c'est ça qui manque parfois quand on est plus jeune, c'est le concret. Tu apprends effectivement toutes les variables, toutes les équations et tout, et à un moment, tu te dis, mais à quoi bon? Alors que concrètement, les maths sont présents partout, quoi. Les maths sont présents partout, et on en a besoin de plus en plus dans tous les aspects, dans tous les futurs métiers qui verront le jour d'ici 2050. On sait que des métiers qui verront le jour d'ici là n'existent pas encore. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont liés au numérique. C'est ça, c'est les métiers de la tech. Et comprendre ce que c'est qu'une variable, c'est très important. Une inconnue, une variable, et ensuite les utiliser très concrètement. Une inconnue, ça allait, je vous rassure. Ouais, voilà. Mais justement, apprendre que ce fameux x à 3, c'était déjà plus compliqué. Et que c'est simplement une variable, c'est un nombre qui varie, c'est pas un nombre fixe, quoi. Tout ça, c'est très important, notamment pour les apports du numérique et la programmation en particulier. D'ailleurs, qui dit programmation, la suite logique, c'est la robotique ou pas forcément? Pas forcément. Alors, il peut y avoir... moi, je suis issu d'une formation mathématique avec aussi de l'informatique. J'ai fait de la data science. Et j'ai pas forcément programmé des robots, mais ça a plutôt été sur des études sociologiques pour pouvoir analyser des données, les nettoyer, et pouvoir proposer justement des perspectives par rapport aux données analysées. Parce que ça, les gamins, tu leur parles de robots, ça y est tout de suite là. Ouais, attention, voilà, au moins pendant un quart d'heure. On entend programmation, on entend robot, on entend développement robot, mais non, pas forcément. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof? Alors, je n'étais pas prédisposé, j'ai envie de dire, à devenir prof. J'ai travaillé dans le milieu de l'informatique. Ensuite, j'ai eu, comme tout le monde, mes enfants. J'ai donc été parent d'élèves au niveau local dans l'école, dans un premier temps. Ensuite, au niveau de la ville. Et finalement, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu responsable départemental de la FCPE du 95. Et puis là, quand on le dit, le métier de prof, c'est une vocation finalement. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir ce besoin justement d'accompagner et d'aider les élèves au plus près. Et donc, j'ai fait une reconversion et maintenant je suis professeur de mathématiques dans un lycée du Val. Je ne trahis pas de secret, monsieur l'adjoint au maire, quand vous êtes arrivé sur ce plateau. Vous m'avez dit juste avant l'émission, est-ce que vous connaissez Goussainville? Je vous ai dit oui, on connaît tous forcément Goussainville, en tout cas, qu'on a tous essayé d'aller à l'aéroport de Roissy et que tu te trompes de bretelle, tu te trompes de sortie. Et là, paf, tu tombes à Goussainville et tu te dis, ça m'arrange pas, je suis pas à l'heure, je vais sûrement... Exactement, Goussainville, c'est une ville en plus assez enclavée. On travaille pour le désenclavement de cette ville, mais il y a une entrée et une sortie. Donc quand on loupe la sortie, on met du temps pour revenir sur le labyrinthe, ouais, c'est vrai, c'est très, très, très fastidieux. Et donc Goussainville, c'est une ville de 30 000 habitants de l'est du Val d'Oise. Combien de groupes scolaires? Une particularité, c'est que c'est une ville
très jeune. On est dans un des départements les plus jeunes de France, le Val d'Oise. Et vous savez, c'est une ville très jeune. On a 40% de la population qui a moins de 25 ans. On est à 20 km de Paris. On a une vingtaine de minutes via le RERD et via l'autoroute 1, pareil, quand ça roule. Effectivement, et c'est pour ça que vous êtes mis notamment pour mission, pour but d'accompagner tous les jeunes, et pas de 0 à 15, mais de 0 à 25 ans. C'est ça, exactement, dans le cadre de la cité éducative. Alix. Vous parliez du numérique. À Goussainville, vous avez installé des écrans interactifs dans les salles de classe maternelle et élémentaire. Qu'est-ce que vous observez en termes de bénéfices ? Alors, déjà, il faut que je revienne un peu sur l'historique. Moi, j'arrive aux responsabilités en juillet 2020. Je dois rencontrer le partenaire. Je rencontre le partenaire le plus important, un des plus importants en tout cas à l'Éducation nationale. Et là, on m'informe que le secrétariat général pour l'investissement a 2 départements qu'il va sélectionner et dans lesquels il va investir pour équiper les écoles en matériel numérique. Écran numérique, fallait pas vous le dire tablette, 2 fois. Voilà. Bon, il y a vraiment eu un vrai sujet parce que, pour le coup, moi, je pensais que c'était toutes les écoles qui étaient équipées. Je me suis dit, bon, c'est très bien, c'est super. Finalement, c'était que 5 écoles qui étaient équipées. C'est une expérimentation qui allait être menée à la sortie de la crise sanitaire du Covid-19. Et donc, 5 écoles, toutes équipées en tableau numérique interactif, en tablette, en bot, justement, en ordinateur. Et donc, tout de suite, il a fallu faire un choix politique. C'est soit on se dit... il y a 5 écoles qui sont équipées. On attend le retour de l'expérimentation et le bilan, voir si c'est bon ou pas. Ou soit on est tout de suite convaincu par les apports du numérique dans l'école et on y va. Donc j'en ai discuté très rapidement avec le maire qui a tout de suite été convaincu. J'ai convaincu mes collègues et on a été la première ville de France à équiper toutes les écoles de maternelle et d'élémentaire d'écrans numériques interactifs. Et pour les élémentaires de tablettes et d'ordinateurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font sur ces tablettes ? Sur ces tablettes, très concrètement, ce que ça apporte aujourd'hui déjà, pour les parents, c'est surtout pour le territoire de Goussainville, la rupture de cette espèce de fracture, si vous voulez, qui a invisible avec l'institution. On est dans des quartiers où il y a une fracture numérique, et on est dans des quartiers prioritaires de la ville aussi, où il y a souvent l'appréhension de la rencontre au portail avec la directrice, avec l'enseignant. On essaie un peu de limiter ces échanges. Et là, via par exemple l'ENT, ça permet tout de suite de faciliter les échanges. Ça permet également aux professeurs, et moi je le vois au quotidien dans les salles de classe, de partir sur des pédagogies différenciées. On parlait des mathématiques tout à l'heure. Quand on apprend les fractions, généralement on a le polycopier là, avec la tablette de chocolat. Je ne sais pas, vous vous en souvenez ? Le polycopier, quoi, je me souviens, bien sûr. Et c'était ça l'ancienne méthode. Aujourd'hui, voilà, l'enfant il va avoir une tablette et puis il va se saisir des éléments. Si c'est un diagramme en secteur qui lui convient plus, le camembert. Pardon, c'est le camembert. Pas de souci, moi je vous suis. J'étais amateur, il n'y a pas de souci. Et il va le couper en 2, il va voir que voilà, on a une demi-portion. Et donc, voilà, concrètement, les apports aujourd'hui. C'est beaucoup plus ludique en fait. C'est à la fois ludique. Et puis ça permet d'apprendre et d'acquérir toutes ces compétences du socle commun de manière différenciée, vraiment. Dans quelle mesure, parce que vous avez évoqué effectivement la cité éducative, dans quelle mesure cette cité éducative est le pilier de votre politique à Goussainville ? En fait, la cité éducative, si vous voulez, c'est le fil rouge. À partir de la cité éducative, on déploie des actions en lien avec mes collègues. Moi, je suis élu à l'enfance et à l'éducation, donc c'est du 0-12 ans. J'ai ma collègue, Sonia Yembou, qui est élue à la jeunesse et à la culture. Ça facilite grandement les choses aussi qu'elle soit élue à la culture. Et donc, nous travaillons sur des sujets qui touchent les enfants de 0 jusqu'aux jeunes de 25 ans. Typiquement, ça va être pour le grand oral. On va donner des ateliers philo aux enfants de classe élémentaire pour faire une petite ouverture sur le monde et développer leur esprit critique. Organiser des concours d'éloquence. Ça passe à cet âge-là, la philo, parce que je sais qu'un petit peu plus tard, c'était compliqué. En tout cas, en terminale. C'est vrai. Mais en tout cas, ça leur donne aussi cette ouverture. Ça leur permet, de se saisir de certains sujets et de pouvoir débattre et d'apprendre toutes ces règles du débat, les avis. Et donc, au collège, là, actuellement, nous sommes sur la période des retours des concours d'éloquence. Et tout ça, c'est pour leur donner, si vous voulez, les outils pour qu'ils puissent réussir
réussir aussi cette orale du bac qui met énormément de pression aussi aux élèves, ou ce chef-d'œuvre. Et ils vous surprennent, ils sont doués justement, quand on parle d'éloquence, quand on parle d'expression orale? Justement, j'ai été agréablement surpris sur la dernière compétition, j'ai envie de dire, qu'il y a eu, parce qu'il y avait des collégiens, mais cette année, il y a eu des élèves de CM2 qui ont voulu y participer, qui ont voulu aller au collège, et donc ils se sont rendus au collège Pierre Curie. Ils ont voulu battre les collégiens. Et voilà, exactement. Ils ont voulu participer au concours d'éloquence. On leur a quand même fait un petit concours dans la salle de classe et on les a récompensés. Mais vraiment, ça suscite aussi des vocations sur ces sujets. Et qu'est-ce que la classe CHAM? Alors, la classe CHAM, c'est la classe à horaire aménagé musique. Donc, on a des enfants qui vont suivre leur cursus scolaire et qui vont également suivre un cursus. Ce cursus, ça va être le cursus du conservatoire. Donc, ils vont apprendre à utiliser un instrument de musique, ils vont avoir des cours de solfège. Généralement, ça s'est mis en place dans des écoles où les familles ont une certaine prédisposition, on va dire, sur ces sujets-là. Avec ma collègue Sonia Yemboul, on a fait le pari d'introduire cette classe CHAM dans l'école qui est au cœur des QPV, entre deux quartiers prioritaires de la ville. Ça aussi... CE2, CM1, CM2 CE2, CM1, CM2, c'est ça. Et donc, ça a été un réel défi. Ça a été un réel défi. Nous avons été accompagnés aussi par le ministère de la Culture et par la directrice de l'école, Madame Fage. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on a des enfants aujourd'hui dans ce quartier qui sont, et qu'on le dise de manière très, très franche, éloignés de ces pratiques culturelles. Comment est-ce qu'on fait pour venir et enrichir le capital culturel de ces enfants? Et donc on leur met un instrument dans la main gratuitement, j'imagine. C'est exactement ça. Justement, 3 choses. Que l'instrument soit gratuit, qu'il n'y ait pas de charge financière pour les familles, que ce soit les professeurs du conservatoire qui se déplacent dans l'école pour donner les cours, et qu'enfin, il y ait une initiation pour tous les CP et les CE1. Enfin, les CP, CE1, de toutes les classes, touche un peu à tous les instruments, s'approprie un instrument. Et ensuite, il y a quoi comme instrument? On a vu du violon notamment. Il y a du violon, de l'alto, c'est très proche du violon, de la flûte traversière, un instrument très... Quand même, il y a la flûte. Alors, il y a un instrument, là, j'ai fait la dernière commission, et c'était assez hallucinant, parce qu'il y a des élèves qui ont candidaté pour utiliser le corps. Je ne sais pas si vous voyez... oui, je vois bien. Ouais, voilà, c'est un gros cuivre, c'est pas très esthétique, c'est compliqué à utiliser. Et puis, j'étais agréablement surpris, j'ai dit, tiens, là, finalement, on touche quelque chose. Bon, les gars, c'est un budget, par contre, mais il y a un certain si vous voulez, c'est un budget pour le corps. Mais effectivement, si on arrive à avoir un orchestre, sur les premières années, on avait quasiment que du violon. Du violon et du violoncelle. Mais ce sont des cours à raison de une fois par semaine? C'est 4 heures par semaine. Donc, c'est 3 par jour, oui, voilà. CE2, CM1, CM2. Sur toute l'année? Sur toute l'année, c'est ça. Et les profs du conservatoire, du coup, ils jouent le jeu? Oui, ils jouent le jeu, ils se déplacent. Et ils adaptent aussi leur pédagogie, parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas des élèves qui sont là et qui s'inscrivent dans le cursus du conservatoire. Ce qui est intéressant, c'est aussi, lorsqu'on échange avec eux, c'est de voir comment est-ce qu'ils adaptent leurs cours en fonction des enfants. C'est-à-dire que quand ils se rendent dans cette école, c'est tout de suite moins académique. On va travailler sur les notes, mais de manière un peu plus souple. Oui, on ne commence pas par du solfège. Voilà, exactement. Derrière, on ne va pas s'engager sur des résultats très concrets. Et vous savez si des vocations naissent chez certains? Oui, justement, très agréablement surpris cette année du nombre d'inscriptions au conservatoire dans ce quartier-là, ce quartier des Grandes Bornes. On a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent, et parfois même des enfants qui ne sont pas dans cette classe à horaire aménagé musique. Donc ça veut dire que même chez les pères, ça suscite aussi de l'intérêt, de la curiosité, et on a des familles qui viennent et qui s'inscrivent et qui disent on vient parce que le cousin dans telle école, il pratique de tel instrument. Et donc le but du jeu, c'est d'ouvrir le plus de classes CHAM possible? Dans un premier après, temps, j'imagine c'est un budget, c'est du temps, c'est une logistique aussi. C'est une logistique et un budget très important. Dans un premier temps, on a développé dans cette école. Il y a une autre école sur laquelle on part sur un projet de CHAD. C'est une classe horaire aménagée danse, cette fois-ci. Et puis, lorsqu'on adore les acronymes. CHAD, c'est quoi, pardon? Classe à horaire aménagée danse. Ah, danse. Oui, c'est pour la danse moderne, jazz, hip-hop, etc. CHAD musique et CHAD danse. Voilà, c'est ça. Et donc, une fois qu'on aura les retours de ces expérimentations, j'ai envie de dire, on partira peut-être sur une CHAM au collège. Et alors, Ali Bouazizi, justement, est-ce que c'est CHAM et CHAD
ont un effet, un impact immédiat, ou en tout cas un impact réel, sur les apprentissages classiques, sur le socle commun. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire le lien? Est-ce que les profs vous le disent? Est-ce que les profs de conservatoire vous le disent aussi? C'est plutôt avec les profs de l'éducation nationale que j'ai échangé très récemment. Et ils me disent que chez certains élèves, ça apporte un peu plus de concentration. De précision. Quand ils reviennent justement, quand ils reviennent de cette heure-là de musique, ils sont plus disposés à travailler. Ça travaille également la dextérité, la motricité chez les élèves. Donc il y a aussi des apports bénéfiques de ces cours-là d'instruments de musique sur le quotidien des enfants et sur leur évolution. Au final, il n'y a que des avantages. C'est magnifique. Et c'est l'heure de la loupe. Et ma chère Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une certaine dictée, la dictée pour tous qui a fait étape à Goussainville. La fameuse dictée pour tous, un concours national lancé en 2013. L'événement a été imaginé par Abdellah Boudour. Cette dictée géante a été conçue pour rendre la lecture et l'écriture accessibles au plus grand nombre. Notre but, c'est de faire découvrir des nouveaux mots aux participants, de transmettre des valeurs à travers les textes, aussi de promouvoir certaines causes, sensibiliser le public. Et l'important pour nous, c'est de développer l'accès à la culture pour tous. À chaque dictée, nous distribuons des livres à l'ensemble des participants parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de familles et foyers dans le besoin primaire. Et notre but aussi, c'est de donner ce beau souvenir auprès des futures générations, des jeunes qui gardent un bon moment de cette dictée. On l'a sortie de l'école avec une nouvelle formule où il n'y a pas de notes, où tout le monde est libre de participer et s'arrêter à la partie qui le souhaite. Mais il y a 3 parties dans la dictée. Une pour les primaires, le deuxième paragraphe, les collégiens et les lycéens, les adultes font le texte entièrement. Donc les primaires et les collégiens, lycéens, adultes, je vous invite à participer à la prochaine dictée sur dictéepourtous.fr ou soit de venir à la prochaine étape à Goussainville. Voilà, et selon ses propres mots, Abdellah a sorti le concept de dictée de l'école. Il l'a modifié et l'a adapté, notamment aux personnes en cours d'alphabétisation. Ici, pas de notes donc, mais un prix attribué à celui ou à celle qui a fait le moins de fautes. Ce sont des personnalités qui font la dictée. Et pour cette session à Goussainville, c'est l'artiste Rimka qui s'est prêté à l'exercice. Plus de 300 participants de tous âges venant des différents quartiers de la ville ont participé. Rimka a lu un texte de Sonia Sali sur les valeurs de la famille. Il n'a pas changé Rimka, dit-on, je vois. Il n'a pas pris une ride. Voilà. Qu'apporte un événement comme la dictée pour tous à Goussainville? Justement, Goussainville, comme je disais sur mon propos liminaire, c'est une ville de 30 000 habitants, mais ça reste quand même une ville avec un esprit assez grande famille. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est garder aussi cet esprit et permettre au maximum de Goussainvillois de partager des temps comme cela, que ce soit sur l'éducation, comme la dictée pour tous, ou que ce soit sur la culture ou bien sur le sport. Et donc, la dictée pour tous à Goussainville, pour nous, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire découvrir aux parents qui souvent sont parfois primo-arrivants, qui parfois n'ont pas fait leurs études académiques en France, de découvrir et de se prêter au jeu de la dictée. Et puis ce qui est bien, et c'est la particularité de la dictée pour tous, c'est que ça se fait par niveau. Donc il y a un texte qui est lu, il y a une partie, les CP s'arrêtent, ensuite une deuxième partie où ça va être les CE1, la dernière partie c'est pour les lycéens, et finalement tout le monde peut y participer. Et c'est vraiment un beau moment d'échange, de partage, autour justement de ces valeurs-là, de réussite éducative. Et les habitants, ils sont volontaires, ils ont envie de... Parce que sur papier, participer à une dictée sur son temps libre, c'est pas le truc le plus... Oui. Bon, après, j'avais dire participer à une dictée sur son temps libre un samedi avec Rimka. Oui. Ça, c'est... Ouais. Pour les jeunes, allez, j'ai envie de dire pour les lycéens, c'est bon... C'est un peu plus fun, mais pour les familles, c'est vrai que maintenant, c'est devenu une institution, la dictée pour tous à Goussainville. Et donc, quand il y a une dictée, il y en a même qui la réclament dès le début de l'année. Bon, alors, quand est-ce qu'on fait la dictée pour tous? Et donc, c'est devenu un moment fort de la vie goussainvilloise. On parlait tout à l'heure des fondamentaux, effectivement, du socle commun. Vous êtes prof de maths, il y a bien sûr le français. Il y a aussi la lecture, on parlait de dictée. Est-ce que la ville a fait des actions, justement, en faveur de la lecture? On sait que, et on a tendance à l'oublier, que la lecture, c'est aussi une prérogative de la ville.
Oui. Alors, sur la lecture, nous avons nous avons le CLAS à Goussainville, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Sur le contrat local d'accompagnement à la scolarité, nous avons un parcours qui est fait spécifiquement pour les accompagnements à la lecture. C'est individualisé, c'est sur du sur-mesure, quoi. C'est individualisé et donc ça se fait également par le biais de la culture aussi. Ça va être de l'écriture, ça va être des textes de slam. Et à la fin de l'année, les élèves qui sont le plus en difficulté, pour le coup, qui sont aussi identifiés par les instituteurs et ensuite renvoyés vers la collectivité, on les suit sur un parcours annuel pour qu'à la fin, ils puissent être plus à l'aise avec la lecture. Et on a également à Goussainville les études pour tous gratuites. C'est-à-dire que le soir, de 16h30 à 18h, il y a les études. Goussainville a une spécificité. On l'a dit, c'est à proximité directe avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dimanche jour férié. Et donc, c'est un impact sociologique aussi sur la sociologie du territoire, sur les familles. On a des familles qui commencent le travail à 19h, d'autres qui terminent à 19h. D'accord. Et souvent, elles nous rencontrent, elles nous disent qu'elles n'ont pas le temps de vérifier en termes d'amplitude d'horaire, c'est compliqué. etc. C'est très compliqué. D'où cet accompagnement, l'étude du coup, oui, le donc soir. L'étude est là pour allez, on va dire accompagner ces familles, les décharger un peu de cette mission. Et on a des enseignants et des étudiants qui, 1h30 chaque soir, aident les enfants à être un peu plus autonomes, à faire leurs devoirs. Mais ça représente quel budget pour la ville ? Alors, ça représente un budget de 100 000 € annuellement. En tout cas, c'est sur la partie RH. Et donc, c'est un budget conséquent, mais les besoins du territoire font que nous devons mettre en place ce genre d'initiative. Et vous observez déjà des impacts positifs ? Oui. En fait, en termes d'inscrits, déjà, on reste sur un chiffre assez stable. On a, depuis, là, c'est la 3e année, on a 1000 élèves inscrits chaque année. Ça tourne aux environs de 1000 élèves. Donc déjà, cette stabilité, ce nombre-là, c'est un nombre assez conséquent. C'est un élève sur 3 en classe élémentaire. À Goussainville, on a 5500 élèves. Wow. C'est énorme. On a 19 écoles. Et donc, oui, ça représente un élève sur 3. Et en fin d'année scolaire, et même tous les trimestres, on fait des bilans avec les enseignants pour voir quels sont les élèves qui ont acquis assez d'autonomie pour pouvoir faire leurs devoirs seuls, pour pouvoir venir peut-être maintenant qu'une seule fois dans la semaine. Et ça peut être un bon outil pour les élèves en décrochage aussi ? Ça peut être un bon outil pour les élèves en décrochage. Après, donner plus de devoirs, plus d'écoles pour les élèves en décrochage, on ne travaille pas vraiment sur cet axe-là, en tout cas politiquement. Oui, ouais. Nous, nous, ce qu'on va faire lorsqu'on a des élèves en décrochage, c'est qu'ils vont être identifiés, qu'ils vont être orientés vers nous, et on va les suivre dans d'autres dispositifs, notamment le CLAS. Ils vont revenir à l'école. On va travailler sur d'autres sujets. Ça va peut-être être les échecs. Ils vont travailler sur l'élaboration du pion, on va apprendre à jouer aux échecs, et ça va être par de la pédagogie du détour. On en revient toujours aux maths avec vous. Ouais, c'est vrai. La stratégie, la logique. C'est ça, c'est leur dire qu'à l'école, finalement, on peut, apprendre les matières, le français, les mathématiques, mais on peut également s'amuser, on peut faire du théâtre, on peut faire de la danse, on peut jouer aux échecs. Et donc tout ça, toutes ces initiatives qui sont prises, c'est pour aussi permettre à l'enfant de s'approprier l'école. De se dire finalement, l'école, c'est un lieu dans lequel je viens, j'apprends. Alors justement, Ali Bouazizi, apprendre autrement, c'est aussi partir en classe verte ? Également. À quelle fréquence ? C'est ça. Alors, c'est une initiative très récente. C'est la 2e année que nous avons tous les CE2 de la ville qui partent en classe découverte. Alors, la classe découverte, c'est l'objectif principal, c'est quoi ? C'est d'acquérir des apprentissages de la vie en collectivité, d'être un peu plus autonome, de travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément travaillés dans le quotidien. Là, sur la première année, on a eu des jeunes, ces enfants plutôt de CE2, qui sont partis en Normandie à la découverte du monde marin. C'est déjà très éloigné de ce qu'on voit à Goussainville, et à la découverte de la ferme, des animaux, etc. Et pour cette année, c'est un peu plus sportif. C'était à Cergy, et donc c'est à la base de loisirs de Cergy. Grosse base de Cergy, Voilà, c'était les sports nautiques et plutôt le monde du spectacle, du cirque. C'est vraiment leur permettre de sortir de leur quotidien,
avec les camarades de classe, avec l'enseignant. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que ce sont les élèves qui choisissent leur programmation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment top. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, ils puissent se dire, tiens, quand on était et nous, on n'avait pas ça, nous. Jeunes, voilà, on a fait ça, on a joué aux échecs, on a été en voyage, on a pu assister à la dictée pour tous. Et ça renforce les liens entre les élèves, mais aussi peut-être entre les élèves et leurs profs qui développent... Ça renforce les liens effectivement entre les élèves, les profs et les familles surtout. Parce que derrière, il y a un véritable enjeu et il y a une véritable pédagogie à avoir pour les familles. Et j'ai envie de le dire, dans tous les projets que nous menons, autant sur la classe à horaire aménagé musique, on se dit tiens, la musique, les familles vont être contentes, etc. Non, il y en a qui me disent moi mon fils, je veux pas qu'il devienne prof de violon, je veux qu'il devienne médecin. Ouais. Oui, mais bon, le violon, ça apprend la motricité, la dextérité. Oui, si demain les chirurgiens, ça pourra éventuellement lui servir. Je pense que oui, c'est des compétences non négligeables. Et c'est pareil pour le voyage. Souvent, c'est le premier voyage, les familles appréhendent, et donc on dit à ces familles, écoutez, si vous voulez, vous pouvez accompagner ces enfants sur ce temps. Vous pouvez aller avec le professeur, avec votre enfant. Bien évidemment, vous n'encadrerez pas votre enfant, on va le laisser devenir autonome, mais vous pouvez aller pour voir comment ça se passe et que vous puissiez aussi, vous, découvrir quels sont les apports bénéfiques de ces classes découvertes. J'ai vu que le conseil municipal des jeunes allait aussi s'oxygéner chez vous. Allez, votre conseil municipal, il voyage aussi ? Il prend l'air aussi. Alors, le conseil municipal des jeunes, oui, il voyage. Tout le monde voyage chez vous. C'est vrai. Côté de Roissy, donc c'est parti. Il va à la découverte, voilà, exactement. On est à côté de Roissy, ça facilite grandement les choses. Il va à la découverte des institutions européennes, parce que je pense qu'arriver à cet âge-là, ce qu'il faut, c'est former ces futurs citoyens, vraiment l'importance de la citoyenneté. Et ça les intéresse vraiment, les institutions européennes? Parce qu'on l'a vu, il y a des élections européennes, on n'a pas encore les chiffres, bien sûr, mais... On s'attend encore une fois à une abstention record, donc c'est maintenant qu'il faut les sensibiliser. Ça questionne souvent, ça intrigue, et puis on est très récemment, l'année dernière, nous avons voyagé avec ces jeunes du conseil municipal des jeunes à Sintra, qui est une ville jumelée avec Goussainville. Juste à côté de Lisbonne, donc ils ont quand même pas mal de chance, les élèves, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est très très beau. Et donc ils ont pu aller rencontrer des jeunes de Sintra, des jeunes collégiens, lycéens de leur âge, pour finalement voir que l'Europe, en fait, c'est quelque chose de beau, que finalement le quotidien des jeunes de Sintra et de celui de Goussainville n'est pas si différent. On a la même culture. Ils ont le soleil en plus, mais... Oui, il y a le soleil en plus, et la plage. Mer, et puis, voilà. Mais finalement... on a les mêmes aspirations, on a la même culture, on vit les mêmes choses au quotidien, les mêmes problématiques aussi, que ce soit avec les écrans par exemple ou des autres problématiques. Et donc voilà, ça a été un échange très riche et ils sont revenus avec plein de... j'ai envie de dire avec... Ils ont hâte d'y retourner, j'imagine. Ouais, continuer à prendre les institutions au Portugal. Et ils sont revenus en tant qu'ambassadeurs de Sintra, parce qu'avec tous les châteaux qu'ils ont pu découvrir, etc. Parce que culturellement, c'est aussi très riche, effectivement. Très, très riche. Les JO, ça se passe comment? Alors, les JO à Goussainville... Ça se passe par chez vous ou pas? Ça se prépare dans les écoles. Et encore une fois... Encore une fois, on va essayer d'innover là-dessus. Moi, l'objectif pour les JO de 2024, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les élèves de Goussainville ils découvrent des pratiques sportives éloignées de leur quotidien. Donc, on a une école sur laquelle il y a une expérimentation qui est menée, et c'est l'escrime. Donc, on a des élèves qui sont suivis. C'est pas une école qui est en QPV, c'est une école en centre-ville. Et donc, les élèves sont suivis sur les mercredis pour la pratique de l'escrime. Voilà. Apprendre les règles. Et là aussi, le matériel leur est fourni, parce que c'est un certain coût. On travaille avec un partenaire. Généralement, quand c'est des actions comme celle-ci, on travaille avec des partenaires. C'est les partenaires qui fournissent le matériel. Et donc les enfants, nous, on met à disposition les gymnases. Le partenaire vient avec ses équipements et puis les enfants apprennent. Et donc cet été, on a un accueil de loisirs apprenants qui va être spécifiquement dédié aux Jeux Olympiques et notamment à la pratique de l'escrime. À la fin de l'attaque, je touche. Merci infiniment. Écoutez, merci Ali Bouazizi. Oui, c'est allusion à Cyrano de Bergerac. Ali Bouazizi, enseignant adjoint au maire en charge de l'éducation de l'enfance de Goussainville. Merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous. J'espère que vous allez revenir nous voir bientôt pour nous parler de vos différents projets. Ma chère Alix, on se retrouve demain. Demain. Pour une nouvelle destination. Ciao.